Hello, je vais faire comme si c'était pas la millième fois que je recommençais cette vidéo parce que pour celles et ceux qui savent pas, c'est terriblement difficile de faire des vidéos sur YouTube. En tout cas, moi je sens que c'est un exercice avec lequel je suis pas familière du tout, mais il faut sortir de sa zone de confort des fois, donc je le fais. Je suis sur le montage de la vidéo que tu t'apprêtes à voir incessamment sous peu. Fais pas attention au bordel derrière, c'est mon bureau. Je te fais cette vidéo parce que je veux lancer un appel à témoignage. Si jamais tu es un homme diagnostiqué borderline et rétabli/stabilisé, alors qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends que tu cohabites avec le trouble borderline sans que ce soit une souffrance dans ta vie, parce que l'idée, c'est de rassembler un maximum de témoignages pour montrer la diversité des parcours et de savoir un peu qu'est-ce qui, toi, dans ta vie, a fait que aujourd'hui, t'es épanoui avec ton trouble borderline, quels sont les outils que tu as mis en place, etc., etc. Tu peux m'écrire si jamais tu souhaites témoigner à visage découvert, c'est-à-dire face caméra, en étant filmé. Tu peux m'écrire sur voyageusaunaturel@gmail.com. Je cherche des témoignages sur ces thématiques-là, donc n'hésite pas à m'écrire si jamais t'es intéressé. En attendant, je te laisse découvrir le parcours de Irvine. Envoie un maximum de love et de soutien à cette vidéo en commentaire à Irvine parce que je suis sûre à 200% que Irvine lira tes commentaires. Donc tu peux lui envoyer plein de love et d'amour. Moi, c'est un épisode de podcast que j'aime plus que tout. J'ai adoré échanger avec Irvine et j'espère que t'aimeras tout autant que moi cet échange. Et je te laisse découvrir ça tout de suite. Gros bisous. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu découvriras les épisodes filmés de mon podcast Itinéraire bis, le podcast qui explore les chemins de vie et leurs déviations. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir ces histoires inspirantes. Pour me soutenir, tu peux aussi liker cette vidéo et la partager autour de toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Irvine. Irvine. Exactement. Je vais jamais y arriver, je suis tellement désolée. Genre vraiment, merci pour ta patience. De rien. Alors je te pose la question que je pose à tous mes invités en début de podcast. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Irvine, j'ai 30 ans depuis pas très longtemps. Je vis sur Paris depuis 4 ans. Et voilà, c'est à peu près tout. L'hypothèse du trouble borderline est arrivée il y a maintenant un peu plus d'1 an et celui du TDAH il y a 6 bons mois. Ouais. Et donc, pour recontextualiser, j'avais fait un appel sur mon compte Instagram pour voir s'il y avait des hommes diagnostiqués borderline qui étaient prêts à témoigner à visage découvert et tu t'es gentiment proposé, merci pour ça. Alors forcément, moi, la première question que je vais te poser, ça va être, c'est quoi ton rapport au trouble borderline et comment il s'exprime chez toi ? Au début, ça m'a fait assez peur parce que quand j'ai vu les clichés qu'il y avait autour et quand j'ai commencé à en parler à ma famille, les premières choses qu'on m'a dit, c'est mais t'inquiète, tu vas avoir une vie normale. Mais j'ai déjà une vie normale. Et chez moi, c'est surtout je suis assez sensible. Donc des fois, rien peut me toucher assez fortement. Mon psychologue dit que les émotions ne touchent pas, elles me submergent. Ce qui est assez bien résumé. Par contre, ça va être des variations d'humeur assez importantes. Et plus particulièrement avec la fatigue. Donc j'ai remarqué que quand j'étais fatigué, je suis pas du tout la même personne. Je peux être beaucoup plus irritable ou beaucoup plus euphorique. Et parfois, même une sieste d'1 demi-heure, je me réveille et je fais « Ah, ça va mieux ». Et je le sens et je le dis quand c'est comme ça. J'ai l'impression d'être une autre personne. C'est vraiment comme ça que ça va se manifester chez moi. Ok. Donc une très forte hypersensibilité. Mmh. Après, pour le trouble borderline, du coup, tu as 9 critères. Il faut cocher 5 des 9 critères. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses chez toi qui s'expriment ? Par exemple, si je prends purement mon exemple à moi, moi, ça va être donc hypersensibilité, hyperémotivité, le fait d'être très poussé dans les extrêmes, le fait de tout le temps être dans le tout ou rien, qu'il n'y ait jamais de demi-mesure, le fait d'être très écorché vive, le fait d'avoir une image de ma personne très distordue,
Donc je suis la meilleure du monde versus je suis un monstre, la sensation de vide quasi constante, la peur de l'abandon. Est-ce que tout ça, c'est des choses qui s'expriment chez toi aussi ou Ouais. ça se manifeste différemment? Ouais, maintenant, depuis que j'ai commencé à m'intéresser au trouble borderline, effectivement, j'ai rejoint tous les points. Et c'est surtout en discutant avec mes proches, après avoir mis le doigt dessus, on m'a dit, bah oui, en fait, ça se passe comme ça. Et par exemple, le côté extrême, je fais jamais les choses à moitié. En fait, quand je pars dans un truc, c'est tout le temps à fond. Et j'ai des potes qui en rigolent maintenant même, parce qu'ils me disent, oui, c'est comme d'hab. Est-ce que tu as des exemples de choses La dans muscu, par exemple. Ouais. J'ai voulu me mettre à la muscu un moment. Fallait que j'aille à 6h du matin. Du jour au lendemain. Et tous les jours de la muscu à 6h du mat? Quasiment, ouais. Du jour au lendemain? Ouais. Ok. Et j'ai arrêté du jour au lendemain aussi. Il y a une raison ou juste c'est une phase qui est passée? C'est une phase qui est passée. C'est vraiment très périodique chez moi. C'est par exemple la console, des fois je peux passer 70 heures en 3 semaines sur un jeu. Puis le lendemain, je suis le délaissé complet. J'ai des lubies comme ça, des fois la course à pied, alors ça fait longtemps que ça dure, mais des fois je suis omnibulé par ça et je vais consommer que ça en contenu. Puis après ça va être un autre sujet. Là en ce moment je suis beaucoup sur les reacts de vidéos, de reportages. J'en mets toutes les sauces. Au réveil pour me coucher et tout. Et je sais que dans 2 semaines, je passe à autre chose. Alors, moi je sais que dans le trouble, il y a aussi ce truc d'avoir aucune conscience de ses limites. Donc moi je te rejoins là-dessus dans le sens où moi je suis très impulsive. Donc je suis capable de, sur un coup de tête, tout abandonner, tout lâcher et puis ciao. Et voilà, et quand je parle de aucune conscience de mes limites, il y a donc aucune conscience de mes limites à moi, mais aussi aucune conscience des limites des autres. Et finalement, c'est très sécurisant quand on a des proches qui posent un cadre très fort. Moi, ça me sécurise. Parce que comme ça, parce que j'ai aucune conscience de tout ça. Et ce que je dis souvent, c'est que moi, ma limite, c'est l'effondrement. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle? Ouais, ça me parle. Alors c'est un peu plus vicieux pour le coup, parce que quand je sens que ça va plus, je vais chercher à m'isoler, justement pour qu'on me voit pas. Et c'est pour ça que c'est pas forcément visible pour tout le monde. Et je vais m'enfermer et je veux plus voir personne en fait. C'est pour le coup c'était les jeux vidéo, moi mon exutoire un petit peu, et je me noyais dans les jeux vidéo en fait, mais je voyais plus mes journées passer quoi. Et aujourd'hui avec ma copine par exemple, je suis capable de dire quand je le sens, écoute là ça sert à rien qu'on parle, j'ai pas les idées claires en fait, tout ce que tu vas me dire je vais le surinterpréter, écoute on se reparle dans 2-3 heures voire demain et ça va passer. Quand tu dis là ça sert plus à rien de me parler parce que je vais tout surinterpréter, est-ce que tu personnalises aussi les choses? Ouais, je peux rendre tout personnellement. Ouais. C'est pour le coup c'est un vrai problème au travail. Ouais. C'est des fois on peut me faire une remarque selon comment je suis luné, je la prends plus ou moins mal. Dans tous les cas tu la prends mal, mais plus ou moins mal. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour avoir écouté du coup pas mal de tes interviews, il y a ce côté masqué. Ouais. Au début je vais masquer les émotions, mais dans ma tête je vais me faire un scénario. Et putain, mais je vais le fumer. C'est un scénario, c'est quoi? C'est un scénario catastrophe? C'est un scénario de persécution? C'est un scénario un peu parano? Persécution, parano, et en fait je me monte le bourrichon tout seul, mais des fois par exemple juste un mail, selon la ponctuation, je peux le prendre personnellement, et je me dis mais il est ouf lui ou quoi dans sa tête, qu'est-ce qu'il me veut? Et donc avant je réagissais à chaud tout le temps, et maintenant quand je reçois un mail, je sens que ça monte. Je me dis bon, on va faire un tour, on va boire un café, fumer une clope, et reviens dans 2-3 heures. 2-3 heures pour... ouais, je comprends. Est-ce que, par exemple, donc là, de ce que je comprends, c'est que c'est surtout tes proches qui avaient remarqué ça chez toi? Il n'avait pas vraiment remarqué parce que c'est quelque chose en fait que j'ai depuis très longtemps.
Je fonctionne comme ça depuis peut-être mes 15 ans. Donc, Ok. c'est vraiment avec l'arrivée des antidépresseurs où moi j'ai senti un changement anormal, mais dans le bon sens. Euh, j'ai dans une de tes interviews, tu parlais de la compréhension sociale. Et en fait, je comprenais pas vraiment le monde autour de moi. Et c'est avec le bouquin Comment se faire des amis où j'ai fait ah, mais ça fonctionne comme ça, les gens. Et j'ai l'impression qu'il y avait un univers parallèle qui s'ouvrait à moi. Du coup, j'ai dévoré le dev perso, mais alors, pas qu'à moitié, évidemment. Évidemment, bah ouais. J'ai tanné mes proches avec ça, mais alors, mais avec tout, hein, mais écoute des podcasts, lis des bouquins, en permanence et tout. Et en fait, j'ai fait des efforts, mais de malade pendant 3 ans, pour arriver à aucun résultat, parce que, en fait, dès que j'étais fatigué, je fonctionnais plus, machin, enfin. Et sur une échelle de 100, si tu veux, je suis parti de 1, je suis arrivé à 10 avec le dev perso. J'ai pris des antidépresseurs. En un mois, je suis arrivé à 50. Sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi ton échelle? De me sentir bien, en fait. Ok, d'accord. Et c'est là où je me suis dit, attends, j'ai rien fait. Il y a un loup quelque part. Et c'est cette sensation-là où je me suis dit, il y a un truc qui tombe pas rond. Quelque chose qui a changé chez moi où je le ressentais. Mes émotions étaient beaucoup plus stables. Et je m'en souviens même envoyer à mon meilleur ami. Je me suis dit, putain, mais c'est ça d'avoir la même humeur une journée. Il m'a dit, bah ouais. Je dis, ah, mais c'est cool la vie en fait. Oh là là, je ressens vachement ce truc-là aussi où des fois je vois d'autres gens qui vivent des choses dans leur vie et c'est genre, je sais pas, ils ont une annonce ou un truc comme ça et puis en fait ils passent à autre chose et c'est tout. Et moi je suis en mode, oh là là, mais moi dans cette situation-là, je m'effondre 1000 fois, je fais un truc et ça me demande un temps énormissime pour redescendre de mes émotions parce qu'en fait, euh, moi, comment je fonctionne, c'est que les émotions, ça monte très haut, très haut, très haut, donc ça fait un pic très fort. Et ensuite, pour redescendre de ce pic très fort, ça prend un temps, mais considérable, d'où la fatigue psychique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de la fatigue que c'est de ressentir le monde avec cette intensité-là. Mais en fait, ça crée vraiment une fatigue psychique où je pense que comme toi aussi, il y a un isolement qui se fait tellement plus capable d'interagir avec le monde et puis tellement aussi on broie des idées noires là-dessus et que ça sert plus à rien parce que dans cet état de fatigue-là, on va tout prendre encore plus à vif que d'habitude. Et les ruminations, pour le coup, chez moi, sont extrêmement marquées quand je passe sous antidépresseurs, parce que j'ai fait l'expérience de ne plus avoir d'antidépresseurs après en avoir pris. Et c'est ça qui m'a choqué, en fait, c'est que je peux ruminer quelque chose qui ne m'a pas plu, mais alors sur l'échelle du borderline, un truc qui me plaît pas, c'est débile. Par exemple, la ponctuation d'un mail, des fois, je vais bloquer dessus pendant 3 jours, et je vais être comme un dingue. Je vais remettre ma vie en question à cause de ça. Et là, du coup, j'ai repris des antidépresseurs depuis le mois de février, et c'est ça qui me choque. Aujourd'hui, ouais, l'émotion va me traverser, ça va peut-être me mettre en pétard, mais 2 heures plus tard, c'est passé, quoi. Moi, j'aimerais revenir sur ce truc d'antidépresseur. Du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait une dépression? Alors, du coup, j'ai vu une psychologue pendant 2 ans. Ok. Euh, Aujourd'hui, j'ai changé de thérapeute. Et j'ai vu une psychologue pendant 2 ans parce que, à la suite À la suite de? d'un bouquin que j'ai lu, Le pouvoir des habitudes, j'ai remarqué qu'il y avait des sensations physiques, Ouais. des ressentis qui revenaient tout le temps. Tout le temps les mêmes, mais je comprenais pas pourquoi. Et en fait, ce livre m'a poussé à essayer de comprendre ce qui arrivait avant ces émotions, en fait. Alors, c'était quoi comme ressenti physique? J'arrive même pas à les décrire, mais c'est quelque chose que moi j'appelais le monstre. Parce que c'est un truc que je contrôle pas et j'ai fait le parallèle avec la série Stranger Things. Ouais. Où quand un événement se produit, il se passe un truc. Et des fois, c'est pas moi vraiment qui réagis en fait. Je surinterprète, mais complètement. Et à partir de là, en fait, j'ai voulu chercher à comprendre. J'ai cherché à comprendre. Et au bout d'un moment, surtout avec mes relations amoureuses, je me suis dit, mais je crois que c'est pas les personnes avec qui je suis le problème. J'ai essayé tout.
petites, des grandes, des blondes, des brunes. Du coup, à un moment, je crois que le dénominateur commun, c'est moi. Et du coup, je suis allé voir un psychologue pour ça. Et en fait, de fil en aiguille, au début, on n'a pas mis le doigt sur la dépression tout de suite. Et c'est avec le travail, parce que je me sens particulièrement... j'ai besoin d'être heureux au travail, en fait. Vraiment. Et pour le coup, je ne l'étais pas. Et toute ma détresse, ma colère et tout, je la masquais par de l'humour, mais très noir, très méchant. Parce que j'ai compris qu'avec l'humour, en fait, vous pouvait faire passer beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous êtes aussi méchant avec votre humour? Et je lui ai dit, parce que j'en ai marre, je souffre. Et donc là, elle a commencé à aligner tous les critères, parce que j'avais un besoin de sommeil qui était de plus en plus énorme. Elle m'a dit, mais en fait, j'ai l'impression que vous partez en dépression, là. Et au début, j'ai dit, non, mais c'est bon, ça va le faire, je vais gérer tout seul, je suis grand, pas de problème. Et ça, c'était en septembre 2022. Et en février 2023, après une séance, elle me dit, non, mais là, vous allez vraiment très très mal, en fait. Mais très mal au sens où je vais au travail en bus, et je sens que j'ai envie de pleurer dans le bus, mais je sais pas pourquoi. Et donc quand j'explique ça, elle me fait, mais ça normalement c'est des alertes, faut réagir. Et donc là j'ai dit bon, ok, je les prends. Et c'est 3 semaines plus tard où j'ai vu le changement, j'ai fait mais je suis pas la même personne en fait. Parce que j'étais capable de passer à autre chose, de switcher. Et c'est là que j'ai découvert les émotions positives, où je suis capable d'aller très très haut quand je découvre un truc intéressant. Faut que j'en parle à la terre entière. Mais je sais pas gérer. Donc derrière, je vais faire des crises pas de boulimie, mais d'hyperphagie ou des achats compulsifs pour compenser, parce que je sais pas gérer en fait. Et j'ai un peu la même chose avec les idées, les humeurs négatives, c'est que je sais pas gérer non plus, mais du coup pour ça je vais me renfermer. Justement pour pas qu'on voit la détresse, la colère, la tristesse, pour pas le montrer. Donc j'ai compris qu'il y avait des extrêmes en fait dans tout ce que je faisais. Et ce fonctionnement on-off tout le temps, le tout noir ou tout blanc, et en fait c'est en mettant tout bout à bout, et surtout avec ce truc, en écoutant un podcast de Louise Aubry, où elle explique qu'elle a des difficultés de santé mentale, et en fait du jour où elle a pris un médicament, elle a expliqué qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Et là j'ai fait le parallèle avec moi, j'ai fait mais je ressens le même truc. Et un an et demi avant, donc j'étais dans une relation qui s'est pas très bien terminée, et j'avais lu un thread sur avec une personne qui avait vécu avec quelqu'un de borderline, et quand j'ai lu le thread, putain, on dirait moi quand même. C'est quoi le thread? Ouais, je m'en rappelle plus, et j'ai plus. C'est quoi ce truc? C'est sur Twitter. Ah ok, d'accord. Et en gros, les comportements qui sont décrits, je me retrouve beaucoup dedans. Donc j'en parle à ma psychologue, puis elle me dit non, mais là, faut pas tout remettre en question. Vous êtes dans une relation qui ne vous correspond plus, on arrête. Faut arrêter de vous remettre en question, parce qu'il y avait aussi ce truc-là de c'est toujours de ma faute. C'est toujours de ma faute, je m'adapte tout le temps aux autres, et au bout d'un moment, le problème, c'est moi. Et donc là, là, pour le coup, j'ai mis les 2 pieds dedans. J'ai écouté. Quand je vois les descriptifs du trouble, je peux en écrire des pages. Et j'ai vraiment écrit, je crois, 8 ou 9 pages de description, d'exemples sur les 9 critères. Et du coup, on en a reparlé en séance. Et elle m'a dit, ah ouais. Déjà, même elle me voyait pas comme ça, en fait. Parce qu'il y a toujours une raison à mon mal-être. Je me sens toujours persécuté. C'est toujours un problème qui vient de moi, c'est des autres. Enfin, il y a toujours une raison à tout qui s'explique. Et le fonctionnement on-off, il y a des critères, on les a abordés en séance. Elle m'a dit, non, mais ça, on n'a même pas besoin d'en parler. On en a déjà fait 5 ou 6 des séances sur ce sujet-là. Et je sais plus où j'en étais. Je trouve que c'est hyper courageux parce que c'est via le témoignage que tu as lu sur Twitter, c'est ça, que tu t'es reconnu et que là, toi, tu t'es dit « Ah, mais en fait, je me reconnais carrément dans la description du trouble borderline fait par une personne qui a été en couple avec une personne borderline. » Ouais, et je trouve que c'est super courageux d'avoir fait ça. Et justement, après, je suis un peu tombé dans ce truc de
vouloir chercher des infos, pareil, à fond. Ouais. Donc, je ne faisais que ça. Mais je me suis vite confronté au problème où, sur YouTube et tout, tu ne tombes que sur des gens qui listent les problèmes. Mais je veux dire, on va sur Wikipédia, tout le monde sait le faire, en fait. Et c'est quand j'ai cherché des témoignages, et là, ça a fait... Vraiment, je m'en souviens, j'étais au travail quand je cherchais ça, et j'ai pris une gifle, et je me suis dit, mais... Putain, c'est des trucs que j'ai fait. Et puis, pareil, j'ai fait il y a 3 semaines. Que j'ai fait, refait, avec plusieurs personnes, différentes, dans différents contextes. Et c'est là où je me suis dit, ah oui. C'est des trucs que tu as fait dans le sens où c'est des stratégies que tu Ouais. mettais en place. Ouais, des stratégies. Et même là où c'est choquant même, c'est quand des témoignages ressortent et qu'on m'a dit la même chose mot pour mot. Ouais. Et c'est là où ça... Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Et je sais qu'il y a des relations que j'ai détruites sans m'en rendre compte. Je veux dire, je suis resté pendant 10 ans en couple de mes... grosso modo de 14 à 24 ans. Mon ex m'a sorti des phrases que j'ai relues il y a 1 an. Et quand j'ai lu ça, je me dis, mais je crois que j'ai un peu fait vivre un enfer. Je suis plus du tout en contact avec cette personne-là aujourd'hui. Il y a une partie de moi où je me dis, j'aimerais pouvoir en discuter parce qu'il y a une partie de moi qui veut s'excuser parce que j'ai dû faire vivre des choses, mais pas normales. Surtout à 17-18 ans. Et de l'autre, je me dis, on s'est quitté, elle veut plus entendre parler de moi. Ce serait égoïste de revenir et de remettre ça sur le sujet en fait. J'espère juste qu'elle fait sa vie heureuse maintenant. Et c'est tout ce que j'espère. Mais il y a une part de regret en fait. Et parce que je l'ai aussi vécu avec d'autres, par exemple avec des collègues, où après l'annonce d'un départ, j'ai pété un plomb. J'ai senti une trahison. On m'a dit ouais, je vais changer de poste. Comment ça tu changes de poste, tu me laisses? Non. Avec la sensation d'abandon et de Ah rejet. Ouais. Et je mettais pas les mots là-dessus tout de suite. Ouais. Et c'est après. Et dans les réactions extrêmes, disproportionnées. J'ai su ça, mais pendant 3 jours, j'ai disparu. J'étais injoignable. Parce que la personne a changé de poste. Ok, donc du coup, si je résume, il y a eu 3 grands trucs qui t'ont amené du coup à penser, petit 1, que tu étais borderline et à prendre des antidépresseurs. En 1, il y a eu l'enchaînement de plein de copines où ça marchait pas et au bout d'un moment tu t'es remis en question, où tu t'es dit ah j'ai eu beaucoup de copines et à chaque fois ça marche pas. À chaque fois c'était pour les mêmes raisons? Ouais. Et j'avais un besoin je sais pas rester seul. De toute façon, c'est pas compliqué sur les années. J'ai passé plus de temps en couple que célibataire et c'est 99%, tu vois. La solitude, c'est un truc qui te fait peur? Alors, paradoxalement, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime pas trop qu'on soit sur mon dos tout le temps et tout. Mais j'ai besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à moi, qui m'aime. Et à partir du moment où je suis tout seul, c'est très compliqué à gérer. Donc ça m'est pas arrivé de nouveau, parce que ça fait 2 ans que je suis en couple avec ma copine. Et elle aussi, du coup, a vécu ce changement. Donc je sais pas comment ça se passerait maintenant sans antidépresseur. Ok. Est-ce que tu as ce truc aussi moi je sais que j'ai un truc où c'est hyper important pour moi. En fait, j'ai l'impression que j'existe au travers le regard des autres. Oui. Dans le sens où la validation d'autrui est très très importante. Et je sais que je vis à travers le regard des autres parce que si les gens me renvoient une image de moi de je suis super, je vais me dire je suis super et je suis digne d'amour. Si les gens me renvoient une image de moi, je sais pas, reproche, critique, jugement par exemple, je vais me dire je suis un monstre. Et il y a aussi ce truc-là. Est-ce que dans tes relations amoureuses, tu as eu cette problématique de ne pas se sentir légitime d'être aimé? Je me suis jamais posé la question. Ok. J'ai jamais pris le recul pour y penser. Ok. Donc je vais pas te rajouter des problématiques que tu n'as pas. Mais je dis ça, mais
s'il y a un peu une partie de moi où, en fait, quand j'ai vu le changement avec et sans antidépresseur, et on a encore eu la discussion il n'y a pas longtemps, je lui ai dit à ma copine, mais comment t'as fait pour tomber amoureuse de moi à ce moment-là? Parce que j'étais pas safe du tout, en fait. Il y avait ce côté masque où quand tu découvres une autre personne, je suis très omnibulé par la personne et tout, je veux tout faire bien et tout. Et en fait, les choses ont commencé à changer à partir du moment où elle est partie en Angleterre, parce qu'on est dans une relation à distance. Et là, j'ai explosé. Vraiment, en fait. C'est devenu un gros problème. Et on a une très bonne communication là-dessus. Et au bout d'un moment, on m'a dit, mais faut que tu arrêtes de me parler de tes problèmes, en fait. Moi, de toute façon, je suis à distance, je peux pas les gérer. Mm. Ça vient me polluer. Et ça devient compliqué pour moi à gérer de savoir que j'ai quelqu'un qui est malheureux tout le temps en permanence. Et ça a drastiquement changé avec les antidépresseurs où j'avais plus ce besoin de parler tout le temps, d'être rassuré en permanence. 3 heures sans message avant, c'était compliqué. Mm. Maintenant, ça passe tout seul. Donc du coup, pour les antidépresseurs, il y avait ce truc avec tes ex-copines. Ouais. En 2, il y avait un humour très noir et méchant, entre guillemets, pour cacher cette colère Ouais. que tu avais, ce mal-être. Ouais. Donc il y avait ça. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Et en 3, le fait que tu étais malheureux au travail. Mm. Et l'ensemble de ces choses t'ont poussé à prendre des antidépresseurs, etc. Ouais. Est-ce que, en dehors de l'aide médicamenteuse, est-ce que tu as déjà fait des thérapies? Par exemple, pour le trouble borderline, il y a des thérapies qui ont prouvé leur efficacité. Alors actuellement, le psychologue que je vois apparemment, il est spécialisé dans les TCC. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est thérapie cognitivo-comportementale. Exactement. Yes. Mais je suis pas forcément attaché à ça en fait, au sens où je me dis, peu importe le nom de la méthode, tant que je me sens mieux. Ouais. Là-dessus, j'ai un petit peu arrêté de chercher à tout prix le diagnostic parce que il y a aussi ce truc où les médecins ont leur avis sur le sujet et si en face on a quelqu'un qui dit non mais c'est pas vrai, personnellement ça me trigger encore plus. Je veux dire, j'ai déjà eu le cas, on me dit non mais vous êtes pas borderline. Non mais tu me connais depuis 3 séances. Ma psy a mis 2 ans. On se voyait tous les mois, voire toutes les 2 semaines. C'est pas toi en 3 séances qui va te dire t'es ci ou t'es pas ça. Tu m'as pas vu dans tout un tas de situations comme elle m'a vu. C'est tout ça aussi qui m'a poussé à ne pas vouloir absolument un diagnostic. Aujourd'hui, oui, je me considère comme borderline parce que quand j'entends ton témoignage et d'autres témoignages, il y a du bagage. Mais aujourd'hui, j'essaie juste de réagir en me comportant mieux, en essayant de mieux gérer mes émotions, plutôt que les contrôler à tout prix. Et ça va mieux. Alors, sur gérer ses émotions, moi, quand je suis arrivée en thérapie, donc moi j'ai fait la thérapie des modes et des schémas, donc est spécialisée pour le trouble borderline. Et en fait, ce qu'on nous a surtout dit, c'était que on n'est pas dans gérer ses émotions, on est dans accueillir ses émotions et comment les communiquer aux autres. Ce qui déjà, je trouve, ça permet de décompresser vachement là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on ressent les émotions tellement fortes et tellement intensément. Et ce que je dis souvent, c'est que tu vois, par exemple, toutes les stratégies qu'on met en place. Alors toi, je sais pas quelle stratégie tu mets en place et à quel point ça a impacté ta vie amoureuse, mais moi, je sais que via la thérapie, j'ai eu des déclics sur les stratégies de j'abandonne avant d'être abandonnée, je rejette avant d'être rejetée parce que je supporte pas. Je veux provoquer l'abandon avant de le subir. Donc ça, c'était une de mes stratégies. J'avais d'autres stratégies aussi où j'allais... ça, en plus, c'est encore un truc que je fais, donc vraiment, je suis pas fière de moi, mais où je vais peut-être surjouer les traits très difficiles pour aller voir si la personne est capable de m'aimer malgré ça.
Et c'est un peu ce truc de je vais aller tester ces trucs-là parce que j'ai besoin d'être rassurée. En fait, le réel truc, c'est j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de savoir que tu vas pas m'abandonner, j'ai besoin de savoir que tu m'aimes, même dans le pire du pire du pire du pire du pire. Et donc ça, moi, je l'entends tout à fait que c'est des comportements qui sont pas sains. Mm. Je l'entends tout à fait. Après, ce que je regrette un peu, c'est que les gens aient pas forcément ce recul de, de comprendre que, en fait, si on agit comme ça, si on agit de telle ou telle façon, c'est parce que jamais personne ne nous a appris Mm. à agir autrement que comme ça. Moi, j'associe vraiment ça à une carence d'apprentissage. Ouais, En totalement. fait, on est hyper insécure sur plein de trucs. On s'est très certainement construit sur des abandons, du rejet, du trauma. Et du coup, bon, bah, on essaye de survivre. En fait, c'est du surviving, tu vois, Ouais, dans les relations avec ça. et justement, ce problème-là, est arrivé avec la compétence sociale. Au moment où justement je me suis séparé de mon ex, euh, j'ai voulu retrouver quelqu'un, forcément. Évidemment. Et là, c'était très, très, très compliqué. Et c'est là où j'ai lu le bouquin Comment se faire des amis, où là, quand j'ai lu ça, j'ai l'impression d'avoir un dictionnaire, en fait. Alors, compliqué dans quel sens? C'était quoi des problématiques dans tes relations amoureuses? C'était quoi les problématiques qui revenaient le plus souvent? Et où vraiment t'estimes que ça a beaucoup affecté les personnes en face? On m'a énormément reproché d'être égoïste, Ouais. qu'il n'y avait que moi qui comptais dans la relation. Les autres, je m'en foutais. Ça, vraiment, on me l'a reproché très, très fort. Euh, Et est-ce que tu as des exemples de comportements? Là, tout de suite, j'en ai pas. Ok. Ça se trouve, dans 2 heures, je vais t'en lister 10, mais là, là, tout de suite, j'en ai pas. Non, mais ok, ça marche. Euh, Donc l'égoïsme, par exemple. ouais, le côté où je fais énormément subir mes humeurs. Aux autres, ouais. Ouais, ça, c'était... j'ai pris pas mal de réflexions à cause de ça. Euh, C'était quoi la question? C'était, c'est quoi dans tes relations amoureuses qu'on t'a le plus... Enfin, c'est quoi la problématique qui est le plus souvent revenue? Le côté... c'est impossible de te comprendre. Tu peux passer par une émotion A, une émotion B, une émotion C, le tout dans la même journée. Ah ouais. Et moi, c'est quelque chose que je me rends pas compte. Du coup, je me rends même plus compte à la fin. Mais même ma copine me le dit. Des fois, dans ta façon d'exprimer tes messages, je sens que tu traverses des trucs intenses dans la même journée. Je comprends pas pourquoi. Mm. D'autant plus avec la distance. Moi, je m'en rends même plus compte. Mais je me dis, pour quelqu'un qui est pas habitué, ça peut être super dérangeant. Je sais qu'il y a des jours où, quand ça va pas forcément très bien, des fois, des collègues au bureau, 1 heure avant, ça va aller. L'heure d'après, pas trop qui me parle. Donc Mm. c'est ce genre de choses aussi qui est compliqué. Et j'ai la même chose dans mes relations amoureuses. Alors, pas plus maintenant. Enfin, c'est manifesté différemment. Mais c'est des trucs que j'ai eu où des moments, j'ai juste envie de dire non, mais pars de chez moi, tu me saoules, je veux plus te voir. 2 heures avant, je voulais des câlins. Mm. Je me mets à la place des autres, c'est hyper incompréhensible. Qu'est-ce que tu veux au final? C'est compliqué. Je m'en suis rendu compte il y a un peu moins d'1 an. Donc, du coup, relation à distance. Et l'année dernière, un moment avec ma copine, on s'est vu, mais on était que en vacances, à chaque fois. Et vient un moment où on refait un week-end, mais elle travaille. Donc forcément, le matin, elle a sa routine et tout. Et j'ai senti qu'elle était pas comme d'habitude. Et je pense que tu vois de quoi je parle, mais des fois, juste un regard, un truc, tu dis, oh là. On- Je pense qu'on est des personnes très intuitives aussi et très empathiques. Parce que là, on parle beaucoup de choses qu'on fait et tout. Mais faut pas oublier qu'on est aussi des gens très empathiques. En tout cas, moi, j'estime que mon trou borderline, je suis quand même très empathique et que quand je réalise que je fais du mal aux gens, ça me détruit complètement. Ouais. Continue, Et, dis-moi. et donc, je vois elle est en speed et tout, elle fait son truc. Et j'ai fait comme un enfant. C'est-à-dire qu'après, je la suivais partout, limite comme ça. Et genre,
tu pars pas, hein, tu m'abandonnes pas. Et je m'en suis rendu compte peut-être 3 heures après, je me suis dit, mais je la suis partout, mais comme un enfant. Ouais, ouais. Et je l'ai refait il y a pas longtemps. Et du coup, des fois, elle en rigole et tout. Quand elle va prendre sa douche, quoi, elle fait tu veux me suivre ou pas? Genre, maintenant, on en rigole. Mais c'est vrai, quand je m'en suis rendu compte, j'ai fait ah ouais, c'est chaud. C'est vraiment incontrôlable. C'est un truc, mais ça arrive comme ça, quoi. C'est un besoin de se sentir en sécurité, mais comme un enfant, suivrait ses parents, mais n'importe où. C'est assez perturbant, surtout à 30 ans. Ouais, je vois complètement. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir sur le trouble borderline, c'est que statistiquement, il y a beaucoup plus de femmes qui sont diagnostiquées que d'hommes. En réalité, on pourrait se dire, du coup, il y a plus de femmes borderline que d'hommes borderline, ce qui est faux. Ouais. En fait, c'est juste que certains hommes vont pas se faire diagnostiquer. Et en fait, je pense que le tabou est encore plus grand sur la santé mentale en ce qui concerne les hommes, d'un point de vue, je pense, société, parce que Faut être fort. faut être fort, faut être viril, faut montrer aucune fragilité psychique, etc. Être un bonhomme. Être un bonhomme. Et donc ça pose un souci, c'est que du coup, on a beaucoup moins de personnes qui potentiellement sont borderline qui vont pas se faire diagnostiquer. Ouais. Est-ce que toi, dans ton parcours, en tant qu'homme, est-ce que tu as ressenti cette espèce de jugement ou de pression vis-à-vis de ta masculinité et de ta santé mentale? D'un point de vue médical, pas du tout. Ouais. Au contraire, on m'a dit c'est bien, vous sentez que vous avez besoin de parler, on salue la démarche. Par contre, c'est plus dans mon entourage professionnel et personnel où ça a été compliqué. Au sens où la colère, vraiment la colère chez un homme, c'est normal. Fracasser un écran à 8h du matin parce qu'il a clignoté, apparemment ça choque personne. Ok. Dans le sens où, est-ce que, tu me dis si j'interprète, mais est-ce que tu penses que la violence chez les hommes est normalisée ou pas? Normaliser, c'est peut-être un peu fort, mais l'expression de la colère par la violence, par exemple, avec un coup sur le bureau parce que ce que tu as fait sur l'ordi marche pas, on va même pas y prêter attention. Ok. Alors que c'est quand même fort. Ouais. Je sais que pour l'avoir fait, il y a des moments, j'ai mis des coups de poing sur la table, j'avais mal. Enfin, ça peut choquer les autres aussi. Il y a ce côté-là, et il y a aussi le côté ah, t'es trop sensible. Genre, ressaisis-toi, sois fort. Mais par exemple, après la séparation des 10 ans de relation, à ce moment-là, c'était plus de la moitié de ma vie. Ouais. On s'est connus de 12 à 24 ans. C'est la moitié de ma vie. On me demande, mais c'est bon, passe à autre chose. Mais t'imagines? Non. Et moi, j'avais du mal à en parler sans avoir envie de pleurer. On me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon, passe à autre chose. Non, je veux pas. Et c'est dans tous ces trucs-là aussi, j'en ai un peu marre maintenant aujourd'hui de pas pouvoir exprimer mes émotions en fait. Même au travail, on me dit ah non, dis pas que t'as des problèmes avec de la dépression et tout, faut pas le montrer. Mais si je le montre pas, si ça explose, vous êtes pas prêts. Hein. Et j'ai un cas concret où j'étais au travail et j'avais besoin de confirmation pour téléphone pour sécuriser un chantier. Personne ne me répond au téléphone. Et là, je me dis, tout va être de ma faute et tout. J'ai pété un plomb, mais alors... j'étais tout seul dans le bureau. Et en fait, au moment où je raccroche, j'ai un collègue qui arrive. Un collègue avec qui je m'entends très bien. Je balance la chaise dans le bureau. Vraiment, je la prends, je la balance. Et je mets un énorme coup de pied dans une armoire. Je me fais super mal au pied au passage. J'ai mal pendant 3 mois après. Et c'est après que je me suis dit, mais putain, mais comment j'ai réagi? C'est pas normal, il y a un problème. Et on me dit, ouais, c'est juste parce que t'es un peu sanguin, c'est rien. Non, c'est pas possible. Non, on ne doit pas réagir comme ça. Et j'ai un exemple aussi où j'ai énormément de frustration
dû au TDAH. On pourra y revenir après. Le TDAH, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est trouble de l'attention avec ou sans Ouais, hyperactivité. c'est ça. Et je gère très très mal la frustration. Donc j'ai des anecdotes là-dessus. Gamin, il y a un combat de Pokémon, il s'est jamais terminé, j'ai explosé la Game Boy. À 6 ans. Donc, je suis coutumier du fait. Et par exemple, un mot de passe qui ne fonctionne pas, je peux passer dans une colère, mais de fou furieux. Et ça faisait 1 mois et demi, je crois, que j'étais avec ma copine. J'ai voulu mettre Netflix, le code marchait pas. J'ai pété un plomb. Et on en a encore parlé, elle me dit, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est un malade, lui. Mais quelqu'un qui me connaît pas, il me voit comme ça, il me dit, mais c'est un ouf. Et j'ai aussi ces problèmes-là au volant où je me sens hyper agressé tout de suite. Et de manière générale, quand je me sens agressé, ça peut prendre des proportions mais stratosphériques. Mais du fait que je suis un homme, on va dire, bon, c'est normal. Alors que non. Il y a d'autres moyens d'exprimer son mal-être ou même sa colère. Mais la violence, c'est un vrai problème. Moi, j'associe ça à le fait qu'on n'a pas appris à réguler nos émotions. Tu vois, dans le sens où... ouais, moi, j'associe... En fait, ça me fait penser à un autre témoignage. J'avais discuté avec quelqu'un d'autre qui, pareil, en fait, ce qu'il décrivait, c'était que, donc, diagnostiqué borderline, il a fait un travail de thérapie de fou, et maintenant c'est assez impressionnant parce que il a plus... il coche moins de 5 critères. Donc en fait, il a fait un travail thérapeutique tellement énorme qu'aujourd'hui, si on lui refait passer le diagnostic du borderline, finalement, il a plus ça. Mais ce qu'il décrivait, c'était qu'il avait des excès de colère où vraiment il tapait des poings dans des murs, il cassait des objets et tout, et qu'il y avait vraiment ce truc-là. Et justement, par rapport à ces crises de colère, avec du recul, on parle du trouble borderline qui, c'est pas quelque chose de naissance. C'est quelque chose qui se développe dans l'adolescence. Et un souvenir me marque particulièrement. J'avais fait des conneries au lycée. Je prends 3 jours d'exclusion. Donc forcément, les parents sont pas contents. Grosse engueulade à la maison. Je sens que j'ai une colère, mais qui déborde. Mais énormément. Et j'ai une poutre dans ma chambre. Et je mets une série de coups de poing dans la poutre. Et je me suis détruit la main. J'avais la main en sang. J'avais la main complètement gonflée. Même un coup de pied, je pouvais plus marcher. Et c'est à partir de ce moment-là, ma mère m'a dit, je pense que tu as peut-être besoin de voir un psychologue. Et justement, j'ai vu un psychologue à ce moment-là. Et quand j'en suis sorti, je fais, oh putain, je me sens léger. Ça va beaucoup mieux. Et vraiment, ces trucs de colère, de violence, c'est un truc qui m'est resté, et même encore aujourd'hui. Hein. Par exemple, quand je joue à la Play, j'ai même arrêté de jouer en ligne à cause de ça. Parce que si je perds et tout, je suis incapable de me réguler. Mais ça prend des proportions, mais de fou. Est-ce que tu dirais que ces excès de colère, cette intolérance à la frustration, etc., est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est vraiment lié à une trop grosse intériorisation? Ouais. C'est-à-dire que t'intériorises jusqu'au moment où ça explose. Ouais. C'est ça? C'est ce que j'appelle le monstre, en fait. C'est ce que t'appelles le monstre. Ouais. Et il y a des trucs qui vont l'alimenter. Ouais. Je fais tout pour le gérer, le contrôler. Mais quand il a pris le dessus, tous aux abris. C'est ce que tu disais sur ton environnement de travail. Quand on disait oui, mais en fait, faut pas que tu montres que tu es en dépression ou que tu es déprimé. Et que toi, tu dis, mais en fait, si je montre pas que je suis en dépression et que je suis déprimée, du coup, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et le jour où ça explose, ça explose. Et justement, mon ex, là-dessus, tu vois, c'est des choses qu'elle m'a dit quand j'avais 17 ans. Au moment où je me suis fait exclure, du coup, là, tout ça est ressorti. J'ai passé 3 jours à pleurer, mais elle m'a dit, j'ai senti que ça allait exploser. Ça faisait plusieurs jours que je le sentais, qu'il y avait un truc chez toi qui n'était pas pareil. Tu vois, ça c'est des mots, quand tu y repenses, tu fais, ah ouais, mais
c'est presque flippant. Tu te dis, mais ça fait longtemps que ça sommeille en moi, ce truc-là. Je le sais. Et je me rends compte maintenant. Moi, c'est pareil, en thérapie, j'avais... En fait, c'était ça. Moi, pendant une première partie de ma vie, c'était très chaotique. Après, moi, j'ai jamais eu d'excès de violence ou d'agressivité, parce que j'ai un gros problème avec la colère, dans le sens où je m'autorise pas à vivre de la colère et tout, parce que si vraiment je dois être transparente, parce que j'estime que c'est pas rentable émotionnellement de me mettre en colère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le sens Ouais. où le pic de colère va être tellement intense et je vais mettre tellement de temps avant de redescendre de ma colère que c'est pas rentable de me mettre en Ah, je m'en colère. rends même pas compte. Parce que je suppose que tu dois mettre énormément de temps quand tu... Ou... Alors, comment ça se passe? C'est genre, t'accumules, jusqu'au moment où t'exploses parce que finalement il y avait une telle pression et parce que tu peux pas montrer tes émotions, il y a une pression aussi, je pense, sociale qui joue énormément de l'environnement, des proches, de il faut pas montrer sa sensibilité, il faut pas montrer que t'es touché, il faut pas montrer que t'es dépressif, il faut pas montrer que tu vas mal, nanana. Donc là, ça explose, Mm. donc là c'est le monstre. Mm. Donc là, le monstre, c'est, de ce que j'ai compris, qui casse les objets, qui tout ça. Mm. Est-ce que là, tu ressens un réel soulagement ou est-ce que c'est l'inverse? Ça provoque plus de culpabilité que de soulagement? Ça, c'est Ouais. la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que une fois que le monstre a fait surface et t'a explosé, est-ce que ça redescend et ensuite c'est l'apaisement? Ou est-ce que vraiment ça va mettre énormément de temps avant de redescendre? Déjà, c'est plus de culpabilité. Parce que je me rends compte après coup de ce que j'ai fait. Ce qui est complètement con, souvent. Euh, et ça met quand même beaucoup de temps à redescendre. Moins avec les antidépresseurs maintenant, parce que j'ai compris comment faire switcher mon humeur, notamment avec la musique. Je mets. T'écoutes de la musique? Ouais, quand c'est comme ça, quand je sens que ça va pas trop, je mets une playlist, 3 chansons, et puis c'est reparti, quoi. Est-ce que t'as une playlist sur Spotify, genre spéciale, Ouais, spéciale colère, allez, playlist? j'ai essayé d'en faire, mais je vais jamais au bout, machin. Et, j'ai 3-4 morceaux favoris. Je fais écouter à la suite, et puis ça va. C'est très intéressant ce truc de musique et de playlist parce que y a ce qui s'appelle les stratégies de tolérance à la détresse. Est-ce que tu as déjà été familier avec ça? Du tout. Jamais. En fait, les stratégies de tolérance à la détresse, si je te la fais vraiment schématique, c'est quand tu sens que la crise est en train de monter. Et ça va être toutes les stratégies que tu peux mettre en place dans des moments où tu es dans des pics émotionnels qui vont déclencher des crises. Je le fais, mais je sais pas que ça se fait comme ça. Donc tu vois, l'une de tes stratégies de tolérance à la détresse, toi, ça va être la musique. Après, tu peux en avoir plein. Moi, je sais que quand j'ai des crises, ce qui m'arrive pratiquement plus jamais... Enfin, je crois la dernière crise que j'ai faite, c'était il y a vraiment, allez, bien plus d'1 an. Pareil, moi, c'est la même chose. Alors, moi, c'est jamais passé par la colère ou l'agressivité, mais ça veut pas dire pour autant que je fais pas de crise, c'est juste que ça se traduit différemment. Et ça, je pense que c'est important de le préciser, c'est que chacun, chacune exprime son trouble borderline de façon totalement différente, même si on a un socle commun. Tu vois, genre, tous les deux, on est sujet aux crises, on est sujet aux pics émotionnels, on est sujet à... On a trop accumulé et ça explose. Le monstre, moi je l'ai aussi, mais il se traduit différemment. Mais ça va se traduire différemment. Donc oui, moi je sais que quand je suis dans ces trucs où j'ai trop accumulé et là je sens que la crise elle est en train de monter et que si je lâche, parce que souvent j'ai pas le contrôle, quand ça lâche, moi ça va être des crises d'angoisse, des crises de panique, la respiration qui se coupe, j'arrive plus à respirer. Et en fait c'est éprouvant. C'est éprouvant d'être dans des états comme ça. Ouais. Et aussi, je trouve que ce qui est très compliqué, c'est que moi, une fois que je suis dans une crise, je sais pas combien de temps je vais mettre. En fait, je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ouais. Donc, tu as l'impression que tu es bloqué dans cet état
et que t'arrives pas à en sortir un peu, t'es dans une boîte et tu sais pas comment, et t'es juste lancé dans le truc et c'est très compliqué. Ouais. Dans mes stratégies, moi, de tolérance à la détresse, je sais que j'ai besoin que ça passe par le sensoriel. Parce que si t'essayes de me parler à ce moment-là avec des idées logiques et claires, moi, je n'entends plus rien. Ah oui, non, c'est pas la Ah peine. ouais, genre tu perds ton temps totalement de dire mais non, mais t'es en sécurité, mais tout va bien, vraiment, J'ai un dicton pour ça, c'est n'essayez pas d'apprendre à un cochon à jouer de la musique. Vous allez ennuyer le cochon, vous allez perdre votre temps. Bon, c'est un truc comme ça. Et du coup, j'ai cette image-là, je trouve marrante. Et c'est ce que je dis, je fais non mais Voilà, repasse dans 2 heures, on en carrément. reparle. Alors que tu vois, moi je sais que j'ai besoin que ça passe par les sens et le sensoriel. Il faut que ça passe par le corps, par le toucher. Ça peut passer par des odeurs, ça peut passer par plein de trucs, mais par exemple un jour j'ai fait une crise et j'ai ma meilleure amie qui dans le rush, qui a pas su quoi faire, elle a pris son chat et me l'a foutu dans les bras en mode solution d'extrême urgence, tu vois. Et en fait, sans le savoir, elle a eu vraiment le bon réflexe. Parce que le fait d'avoir le chat dans les bras, ça m'a tout de suite remis dans mon corps. Et ça m'a tout de suite connecté à quelque chose de chaud, de doux, voilà. Et finalement, c'est ça qui m'a fait redescendre. Euh, donc voilà, si jamais je peux te passer un conseil non sollicité, de réfléchir aux stratégies de tolérance à la détresse que toi, tu peux mettre en place. Moi, je sais que j'ai tout un truc, ça c'est pareil, c'était des enseignements à l'hôpital psychiatrique où ils nous ont fait faire genre une boîte de tolérance à la détresse et en fait dans cette boîte tu mets tous les trucs qui peuvent te faire du bien, donc ça peut être genre soit des paroles dont tu as besoin d'entendre, des trucs très déculpabilisants, de dire bah c'est pas ta faute, cet état est temporaire, etc., etc. Ça peut être des activités, moi je sais que ça va être marcher dans la Ouais. forêt en pleine nature. Ça peut être des musiques et des playlists, ça peut être des odeurs, des huiles essentielles, des trucs comme ça. Enfin bon bref, t'as plein de trucs comme ça que tu peux mettre dans ta petite boîte. Euh, et c'est un peu, bon bah on va faire un plan de stratégie dans ces moments-là. Et même d'ailleurs, par exemple pour ta copine, si jamais elle est témoin de ça à un moment, que même elle, genre, elle sache, euh, tu vois, genre ce qui pourrait te faire du bien dans ces moments-là. Il y a plein de trucs sur lesquels je veux rebondir. Vas-y. Maintenant que tu le dis en t'écoutant, tu vois, par exemple, je sais que quand je sens que ça va pas, que ça bouillonne trop, j'ai besoin d'aller marcher. Et je fais l'effort de pas prendre de téléphone, des fois, pas de monde connecté, genre, je fais marcher. Pour m'aérer l'esprit et vraiment de marcher, moi, ça me détend énormément. La douche. Oh là là. Combien de fois, genre, je me sens pas bien et je me dis, bon, allez, petite douche La et c'est reparti. sensation de froid. Ah non, alors là, par contre, non, je te suis pas là. Non, moi, j'ai capté que, pareil, quand j'étais en hôpital psychiatrique, je demandais des poches de glace pour, ça me faisait redescendre tout de suite. Moi, je sais que le froid, ça me, tu vois, ça me fait Plus quand je vais marcher, du coup. redescendre direct. Quand il fait trop chaud, j'aime pas trop. Bah, encore plus avec les effets secondaires des antidépresseurs où je transpire énormément, c'est trop Ah chaud. oui, la sudation, oui, non, c'est C'est vrai. horrible. Du coup, l'hiver, j'aime bien parce qu'il y a cette sensation de froid où, je sais pas, j'aime bien. Et non, par contre, la douche, je sais pas, c'est vraiment un moment où je médite, j'ai plein d'idées. C'est ma méditation en fait. Je reconnecte et ça va mieux quoi. Il y a ça et j'en ai pas mal parlé avec ma copine justement. Mes changements d'humeur, elle me dit que je les internalise énormément. Je vais pas forcément le montrer beaucoup, ce qui je pense est aussi un problème parce que du coup après je me fais plein de scénarios machin. Et donc là par exemple, donc elle est en doctorat et elle avait pas forcément beaucoup de temps à m'accorder ces dernières fois quand on se voyait, ce qui est normal. Et je le sentais, dans la même heure, je pouvais me dire non mais là, elle regarde son ordi, elle me regarde pas moi, mais même pas ou quoi. Bah on travaille. Et puis une demi-heure plus tard, ça allait. Donc en fait, j'essaie de me canaliser, de me gérer, parce que si j'exprime tout ce qui me passe par la tête,
ça peut être super compliqué, super intense pour la personne en face. Je sais pas si je suis clair. Non, si. Non, mais en fait, ce que j'aime beaucoup en t'écoutant parler, c'est que, tu vois, tu as quand même une très forte considération de l'autre, je prends sur moi pour pas que ça devienne invivable pour la personne en face, etc. Et moi, je sais que sur mon compte Instagram, j'ai beaucoup de proches, j'ai beaucoup de gens concernés par le trouble qui me parlent. Mais finalement, les gens qui sont en première ligne, c'est les proches. Et souvent, ils sont totalement désemparés, ils savent pas du tout quoi faire face à certaines situations. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a cet aspect proche qui joue beaucoup, et il y a cet aspect être en couple avec une personne borderline. Tout comme nous, on n'a pas les codes pour être en couple, et finalement, c'est dans les relations amoureuses où ça s'active beaucoup. Parce qu'il y a plein de dynamiques dans les relations amoureuses. Ouais. Sur le fait d'être amoureux, amoureuse, sur l'abandon et tout. Donc il y a tout un aspect proche qui est... Ouais, et là-dessus, maintenant, je mets vachement la communication en avant et j'ai mis un peu des stratégies en place pour communiquer. Et le meilleur exemple que j'ai en tête avec ça, c'est un week-end, du coup, où le week-end était trop chargé. Il y avait trop de choses de prévues dans le week-end. Et j'avais un besoin d'affection énorme à ce moment-là. Et ma copine, donc je parlais pas très bien anglais à l'époque. Pas du tout même. Et elle me dit qu'elle va sortir avec ses potes et tout, mais qu'elle en a que pour une demi-heure. Et elle revient, elle fait, au fait, je reprends les clés, je repars. Explosion interne. Je me dis, mais c'est pas possible et tout. Mais je sens la crise, mais ingérable arriver. Parce qu'elle partait plus d'une demi-heure. Ouais. Ok. Et elle l'a senti, elle me fait, j'ai senti que t'étais vachement froid quand je suis reparti et tout. Mais je prenais sur moi et je bouillonnais, mais c'était le feu à l'intérieur. Et parce que j'étais en Angleterre, mais ça serait arrivé en France, je serais reparti chez moi, de mauvaise thé. Donc là, je pouvais pas repartir. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vas-y, va avec eux. Comme ça fera l'occasion de pratiquer de l'anglais, de sortir et de remettre un peu d'eau dans ton vin. Et ce que j'ai fait le lendemain, plutôt que d'exprimer ce que j'ai vécu, parce que si j'exprime ce que j'ai vécu, je vis tellement de trucs, je peux trigger la personne en face dans tous les sens. Je dis, écoute, on a vécu ça. Toi, comment tu l'as vécu? Comme ça, c'est la personne en face qui donne le ton de la discussion. Et moi, je vais essayer de me caler sur ça, en fait. Comment ça? Et donc là, en l'occurrence, à ce moment-là, elle m'a dit, j'ai senti qu'il y avait de la frustration chez toi. Et moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, c'est pas mon problème. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement cash. Je pense que t'es comme moi, tu préfères les gens qui sont cash et qui disent clairement oui ou non, plutôt que c'est flou et c'est à toi de chercher la limite. Ça peut être problématique. Et c'est là où je me suis dit, bon, ok, en fait, j'ai surinterprété les choses. Et on en a discuté, on a remis des stratégies en place, que si ça se reproduit, on communique avant, on en parle, on dit les choses. Mais maintenant, je tends une perche en disant plutôt, dis-toi comment t'as ressenti ça, voir si j'ai ressenti la même chose, pour un peu amorcer le truc et aussi moi me faire redescendre, pour désamorcer le truc. C'est vraiment une stratégie qui marche super bien chez nous. Dans le sens où le fait d'avoir d'abord le ressenti de la personne, toi, ça te permet de peut-être moins aller dans la surinterprétation, parce que tu as l'écho de, ok, elle, sa réalité de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a perçu, c'est ça. Et comme ça, moi, je peux réaliser que finalement, je me suis fait tout un film, tout un truc, et qu'en fait, il n'y avait pas forcément lieu d'être. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça aussi, c'était un truc sur la communication non violente. Sur moi, ça a un peu... je trouve que ça a été un apprentissage aussi, où j'ai réalisé que je ne savais pas communiquer. Moi non plus. Genre vraiment, je ne savais pas communiquer. Et vraiment, en thérapie, j'ai eu les psychologues qui nous posaient, parce que c'était une thérapie de groupe avec plein d'autres personnalités diagnostiquées borderline, c'était qu'est-ce que tu as ressenti, de quoi tu as besoin,
Et vraiment, c'était se questionner sur ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que tu as voulu exprimer, que tu n'as pas su exprimer, qu'est-ce qui a été touché, etc. Et en fait, j'ai réalisé que ces deux basiques de qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin, en fait, je les ai pas, quoi. Genre, savoir ce que j'ai ressenti à tel ou tel moment, savoir quel a été le déclencheur du truc. Et tu sais, je crois qu'il y avait 3, bon là, à confirmer avec des psychologues spécialisés, mais il y avait un peu 3 trucs de soit quand tu es bloqué dans une situation relationnelle et que tu sais pas comment en sortir, soit c'est, comment ils appelaient ça, le mode bully attack, genre tu vas surenchérir parce que tu sais pas comment gérer le truc, soit c'est la soumission en disant oui, 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 t'as raison, soit c'est la fuite. Et moi, j'étais tout le temps dans un truc de fuite. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y a une situation relationnelle que je ne sais pas gérer, systématiquement, ça va être je prends la fuite. Ouais, et je l'ai eu énormément dans mes relations amoureuses où, quand il y avait des potentiels conflits, hein, donc même des trucs que je surinterprétais qui n'étaient même pas un conflit, des fois ça se trouve, je voulais partir. C'était. Je me renfermais sur moi-même. Et. Alors, quand tu dis partir, partir, c'est genre quitter la personne, ou c'est juste physiquement partir, ou c'est... Les deux. Ouais. J'ai eu les deux situations. Il y a des moments, des fois, pour un seul truc, j'ai dit non, mais c'est pas possible, je veux plus. De peur, de je sais pas quoi. Je saurais même pas l'expliquer, en fait. Mais c'est une sensation. Enfin, moi, je ressens beaucoup les choses physiquement, en fait. La boule au ventre, tu vois, si j'ai ça, c'est que je sens que ça va pas, en fait. Je sais pas si t'as ce truc-là aussi, mais c'est des sensations. Vraiment, je pense que sans le vivre, personne ne peut comprendre. C'est très bizarre. Mais quand je sais que certaines sensations se reproduisent, maintenant je fais attention. Là, je te donne un exemple qui n'est pas dangereux. Je sais que quand je commence à avoir un peu envie de vomir, mal au ventre et tout, mais qu'il est 17-18 heures, c'est que je suis très très fatigué et que j'ai besoin de dormir. Je vais dormir 20 minutes, j'ai plus mal au ventre. Tu vois, ça, c'est un exemple parce que c'est le seul que je suis capable de donner. Mais il y a des moments, par exemple, quand je sens que je suis en réunion, au travail et tout, ou dans la vie, tu vois, avant de prendre l'avion, je sens que c'est en train de monter. Je mets mon casque, je mets la musique à fond et je me coupe du monde. Et je me dis, calme-toi, ça va se passer, ça va le faire. Et c'est en ça où le diagnostic de borderline, alors, du coup, chez moi, il n'est pas posé officiellement, mais c'est de savoir que ces choses-là vont se reproduire, mais il y a aussi un moyen de les gérer. Parce qu'avant, ce qui me faisait peur, en fait, c'est que j'étais ingérable. C'était, je pouvais partir dans les tours à n'importe quel moment. Je savais pas comment redescendre. Je savais pas ce qui déclenchait. Maintenant, j'arrive à me contrôler, en fait. Donc là, si je résume un peu enfin, en tout cas, toutes les solutions que toi, tu as mis en place dans ta vie. En un, bon, il y a ce que moi je vais appeler les stratégies de tolérance à la détresse avec quand tu sens que ça monte, bon bah tu vas marcher, t'écoutes de la musique, tu prends une douche, etc. En deux, il y a la communication, notamment avec ta copine, de lui demander elle comment elle a senti les choses quand t'as senti qu'il y avait une situation qui était qui toi t'a activé. Et en trois, il y a être très à l'écoute sur ton corps. Ouais. Quand tu sens qu'il y a des signaux corporels qui se mettent en place, là, tu essayes d'agir en conséquence. Ouais. Donc, il y a ces trois trucs-là. Plus, donc toi, tu as un traitement médicamenteux avec les antidépresseurs et un suivi psy. Ouais. Donc moi, j'aimerais revenir sur le fait, du coup, tu as fait une pause dans ton antidépresseur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? En fait, du coup, j'ai le diagnostic du TDAH qui est arrivé. Et c'est une des comorbidités du trouble borderline. Je te laisse expliquer comorbidité parce que moi, j'y arrive pas correctement. On va dire qu'il y a toujours des troubles associés. Enfin, il y a toujours, non.
Mais dans certains cas, tu as des troubles associés. Quand tu es borderline, tu peux être borderline et quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que toi, Enfin, c'est marrant. Oui, bon, on peut en rire maintenant. Hein. Ouais, grave. Mais toi, tu as le TDAH, moi j'ai la dyslexie, et en fait, ça fait partie des neuroatypies. Donc, si vraiment je dois schématiser, en gros, il y a tout l'aspect trouble psy, et en dehors des troubles psy, il y a autre chose qui est la neuroatypie, et dans la neuroatypie, il y a notamment l'autisme, le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention, et tout ce qui est dyslexie. Donc, nous deux, en plus d'avoir un trouble psy, on a une neuroatypie. Check. Je t'avoue que j'ai un peu de mal avec ce truc-là de neuroatypie, genre. Ouais, c'est... Enfin, en fait... C'est le côté mettre une case et... Je trouve que c'est hyper archaïque, tous Ouais. les... Enfin, quand tu te plonges vraiment dans les trucs du... Parce que c'est pareil, moi, je me souviens que j'avais une interview où on m'avait dit « Oui, mais c'est pas une maladie mentale, c'est un trouble ». Et j'avais complètement bugué parce que, tu vois, moi, je m'estime malade. Dans le sens où moi, j'ai un traitement médicamenteux. Plus, avant, j'étais en hôpital psy tous les 6 mois. Plus, je dois avoir un suivi régulier avec mon psychiatre. Ce qui est quand même un psychiatre, c'est un médecin. Donc pour moi, ça, c'est la définition d'une personne malade. Tu vois, une personne qui prend des médicaments, qui tape des hospitalisations et qui va voir un médecin régulièrement, pour moi, ça, c'était ma définition à moi de ce que c'est que d'être malade. Et donc, un jour, je suis arrivée chez mon psychiatre, j'ai dit « Ouais, en fait, je crois que j'ai pas compris la différence entre une maladie mentale et un trouble psychique. » Et je te jure, il me l'a expliqué, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Et j'ai dit « Bon, franchement... » Je trouve que c'est être tatillon sur pas grand-chose. Parce que, de ce que j'ai compris, les addictions, c'est une maladie, la dépression, c'est une maladie, le trouble de la personnalité, c'est un trouble. Et moi, genre, il m'a... Wow. Wow. C'est vraiment être tatillon sur pas grand-chose. C'est pour ça, en fait. C'est vraiment compliqué et c'est vraiment archaïque. Et moi, j'ai un peu de mal avec les choses, genre... Enfin, la psychiatrie, le jargon et tout... Ça a besoin d'être simple. Ouais. Simple. Je suis totalement d'accord. C'est pas simple. Donc on va pas rentrer dans ces trucs-là. Ouais. Mais vas-y. C'est juste pour expliquer comorbidiser, parce que c'est un terme qui revient quand même assez souvent, qui est pas forcément facile à expliquer, que j'ai un peu de mal à cerner. Dans ma tête, c'est clair, mais alors quand je l'explique, c'est pas clair. Ouais, grave. Et donc du coup, quand c'est arrivé, ça a été un soulagement et je me suis dit, j'ai trouvé un sens à ma vie, au sens où tout ce qui m'est arrivé, je le comprends. Il y a une raison maintenant. Ouais. Et gros pic de mieux. Premier signe, ça allait mieux. 6 mois que j'étais sous antidépresseur, donc en général, ce qui est conseillé, c'est de les prendre au moins 6 mois. Alors je me suis dit, paf, ça tombe bien. Allez, tu es au psychiatre, on réduit les doses et c'est bon, terminé. Ouais. Après, sur ce truc de 6 mois, voir chacune avec son psychiatre. Ouais, c'est vraiment ce qui est préconisé, ce que le mien m'avait préconisé à ce moment-là. Donc ça, je sais pas, j'ai pas été vérifié, je suis pas médecin. J'écoute. Et au début, ça va, donc j'ai un peu d'effet de sevrage. Et 3 semaines plus tard, je sens que ça revient. Puissance 1000. La sensation de vide, je l'ai connue comme je l'ai jamais connue. Ok, donc t'as arrêté les médicaments et 3 semaines après, t'as eu une énorme rechute. Ouais, je me suis voilé la face. Vraiment. Je me suis dit, non, mais c'est bon, tu vas le faire. C'est juste toi de te dire, tu prends plus de médicaments, machin. Et vraiment, je me suis fait peur. Hein. Et quand j'ai décrit la situation à mon psychiatre, il m'a dit, mais faut aller à l'hôpital quand c'est comme ça. Et c'était des moments... Je ne veux pas forcément trop en parler parce que c'est vraiment très sombre. Mais là, je me suis fait peur. Et le seul exemple que je peux donner, c'est... parce que c'est des artistes qui me tiennent énormément à cœur, mais le chanteur de Linkin Park... Ouais, je connais pas. Mais ok, le chanteur de Linkin Park. J'ai zéro culture, je suis désolée. Linkin Park, quand même. Je sais. Avicii. Ah ok, d'accord, oui. C'est des suicides. C'est quoi ? C'est des suicides, leur mort. Ah ok. Et en fait, les messages des proches avant, c'est on ne le voyait pas. Oui. Et je me suis dit, et justement en discutant avec ma copine, je lui ai dit, tu trouves pas qu'en ce moment je suis bizarre ? Je suis pas comme d'hab.
moi, je me sens pas du tout dans mes pompes. Elle me dit non, moi, je vois rien. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, je suis dans une détresse comme j'ai jamais été, mais on le voit pas. Et là, je me suis dit, non, là, faut refaire quelque chose. Et du coup, j'ai repris des antidépresseurs. Parce qu'en plus, à ce moment-là, je voyais plus de psychologue. Ah oui, donc t'avais tout arrêté. Ah oui, bah tant qu'à faire, on fait pas les choses à moitié. Ah bah oui, bien évidemment. Tant qu'à... Bah oui, on arrête tout. Voilà. Chose qu'on ne conseille pas. Voilà, surtout pas. Ne faites jamais ça. Et, euh, et en fait, j'étais rentré dans un état mais tellement sombre. Je me suis dit, mais de toute façon, ça sert à rien que je voie un psychologue. Je suis tellement dans mon truc, dans ma carapace. Là, c'est comme taper sur... Ça ne donne rien. Et je me suis dit, bon, je vais reprendre des antidépresseurs. Alors, j'ai demandé à en reprendre, du coup, parce que j'ai vu l'effet que ça avait fait sur moi, qui était positif. Et je me suis dit, je fais ça. Et je reprends une thérapie pour pouvoir cibler les problèmes que j'ai identifiés. Parce que je tiens un journal où, justement, je note mes états, comment je me sens, ce qui s'est passé dans la journée. Et ça m'aide vraiment à retrouver des patterns. Par exemple, quand ma copine est très occupée, elle a moins de disponibilité pour moi, j'ai remarqué que je vais refaire certaines choses, je vais un peu me noyer dans les jeux vidéo, dans des crises d'hyperphagie pour compenser. Si j'avais pas ce journal-là, je m'en rendrais pas compte. Crise d'hyperphagie, est-ce que tu peux expliquer très rapidement? Ouais, c'est grosso modo, c'est la boulimie sans se faire vomir, sans moyen de compensation. Donc c'est manger beaucoup, 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 Ouais, sans s'arrêter. ouais. Et en l'occurrence, chez moi, c'est les bonbons, les gâteaux. Ok. Beaucoup. Heureusement qu'on n'a pas ramené des bonbons. Ça sent, de toute façon, je fais. Alors pareil, dans ce truc de, je fais jamais les choses à moitié. Le dry January, c'est Oui. pour les faibles. Moi, j'ai fait 1 an sans alcool dès le départ. Ça m'a pris comme ça. C'était. Le dry January, pour ceux qui savent pas, c'est arrêter l'alcool pendant un mois. Ouais, Et toi, tu t'es dit, j'arrête l'alcool pendant un an 1 an. parce que je suis trop chaud dans le truc. Et du coup, j'en parle autour de moi et on me dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi pas? Je sais pas. Ça m'a pris, mais Parce que je peux. ouais, déjà parce que je peux. Et du coup, j'ai dit cette année, je fais 1 an sans bonbons. Ok. Donc, j'y aurais pas touché, mais ça aurait été dur. Euh, donc, ça va un petit peu mieux depuis ce moment-là. Et je sens que quand je suis pas bien, qu'il faut que je compense, j'ai envie de manger des gâteaux. Je mangerais n'importe quoi. Ouais. Et donc, avec ta copine, en écrivant, enfin, c'est tous les jours que tu écris dans ton journal? J'ai une longue période où je le faisais pas, mais maintenant je le refais. Ouais. Parce que je sens que j'ai ce besoin de nouveau de recomprendre ce qui se passe. Parce que justement, la carapace, je l'ai plus. Et je veux recomprendre, je veux remettre des mots sur ce que je vis. Là où je me suis dit que j'en avais plus besoin il y a 6 mois. Ce que tu appelles la carapace, c'est... C'est le masque Ok, que tu portes pour faire genre ça va bien. ok. Euh, je trouve ça trop génial que t'aies, toi tout seul, eu ce réflexe de noter tous les jours comment tu te sentais, etc. Justement pour repartir dans l'introspection et regarder tout le temps ce qui t'active, à quel moment Ouais, t'as et tel ou tel truc. j'ai un exemple précis du coup, le moment, parce que quand on s'est rencontré avec ma copine, donc au bout de 10 minutes de date, elle me dit bah, je suis super contente, je suis acceptée dans une université en Angleterre, je pars dans 2 mois. Ah, Oh. c'est trop bien! Ah ouais, super. L'abandon et le rejet. Et là, il y a une partie de moi, je me suis dit, je me mets dans quel bourbier encore? Et puis maintenant, je vais en Angleterre 1 mois sur 2. Maintenant, tu vas en Angleterre 1 mois sur 2. Ouais. Et ça marche? Ouais, ça marche. Franchement, ça marche super bien. C'est pas pour jeter des fleurs à ma copine. Mais Vas-y, tu peux jeter des fleurs à ta copine. mais franchement, et même autour de moi, toutes les relations que j'ai eues avant, il y avait toujours des moments où je critiquais, putain, me fais chier, machin. Mais je ne parle jamais en mal de ma relation. Jamais. Et pourtant, trouver du mal, c'est facile chez moi. Hmm. Je suis relativement pessimiste. Et ça, tu penses que ça a changé par rapport à quoi? La communication est d'être sur quelqu'un de très franche et bizarrement qui est très très autonome. C'est quelqu'un qui a pas du tout besoin de... C'est une femme qui n'a pas besoin de toi. Ouais.
Et ça enlève cette pression aussi, passer un moment que j'avais où, quand on me disait je t'aime ou quoi, il y avait un sentiment de je suis important, moi j'ai plus le droit d'avoir une défaillance. Ah, waouh. Ça veut dire que... Ça veut dire que j'étais le garant du bonheur de l'autre. Moi je l'interprétais comme ça. Sauf que je sais pertinemment que moi, du jour au lendemain, ça peut partir. Donc ça veut dire que mon comportement, parce que l'autre m'aime, je peux le détruire. Attends, j'ai pas compris. Euh, que l'autre, en gros, m'accorde trop d'importance. Ah, du coup, ça te donne un trop gros pouvoir sur la personne en Ouais. face. Et en fait, avec mon instabilité, j'ai peur des conséquences que ça peut avoir. Et c'est un truc qui me faisait extrêmement peur. Et là, de savoir qu'en fait, elle peut être heureuse sans moi, avec ses copines, avoir des sorties et tout. Moi, j'ai pas cette pression de devoir la rendre heureuse. Et ça, vraiment, ça a tout changé dans ma relation. Ok. C'est comme ça que j'explique pour l'instant. C'est peut-être pas hyper clair, mais ça a vraiment tout changé. C'est ce qui a vraiment ouvert la communication chez nous, en fait. Ce côté qui est pas tabou, où on dit non, bah, ce soir, je préfère voir mes potes. Parce que du coup, tu estimes que ce sentiment de ne pas avoir besoin de l'autre, il est réciproque, dans le sens, est-ce que toi, t'estimes que tu as besoin de ta copine pour aller bien et pour être heureux? J'essaie de m'en détacher maintenant, justement pour lutter contre cette peur de l'abandon. Me dire, je suis capable d'avoir des projets qui m'animent tout seul. Par exemple, en ce moment, j'ai créé un blog justement sur le sujet TDAH et borderline. Justement, c'est un truc qui m'anime vraiment en ce moment. Et donc là, elle est à l'étranger pour un mois. Et je ressens pas le manque particulièrement. Elle me manque, bien sûr. Je suis super content quand je l'ai au téléphone. Mais c'est pas un besoin viscéral comme j'avais pu avoir avant, où si la personne ne répondait pas à mes messages dans les 2 heures, je pétais les plombs. Et donc ça, tu associes ça au fait que tu as réussi à développer d'autres choses Ouais, en dehors de une relation. C'est-à-dire ouais, qu'à côté, tu as ton ouais, blog, et c'est via ton blog que tu arrives à nourrir quelque chose ouais, qui finalement fait que ce sentiment de dépendance est ouais, moindre. ouais. Et ça, c'est vraiment amplifié du coup par les antidépresseurs parce que cette carapace, ce masque, je l'ai plus. Et j'ai repris une thérapie du coup, dans le but de comprendre ce qui vient mettre ce masque quand j'ai pas les antidépresseurs, parce que clairement les antidépresseurs, j'ai pas envie de les prendre toute ma vie. C'est une contrainte, on va pas se mentir. Et c'est pas un médicament miracle pour le trouble borderline. Ça marche chez moi, mais tu vois, tu en parlais tout à l'heure, là, tu prends un thymorégulateur. Un stabilisateur d'humeur. Voilà. J'en ai jamais essayé, je sais pas si ça marche chez moi. Mais, et en plus, quand j'entends des professionnels dire qu'il y a des médicaments pour ça, je suis le premier à vouloir chercher, il y a un médicament miracle et tout. Alors oui, donc ça, sur l'aspect médicamenteux, c'est important de le préciser. Il n'y a pas de médicament pour le trouble borderline. Mm. Par contre, on peut prendre une aide médicamenteuse dans telle ou telle période pour pouvoir un peu atténuer certains traits qui peuvent être un peu pesants. Mais sur tout cet aspect médicamenteux, c'est important de le souligner qu'il faut consulter une professionnelle de santé mentale, Mm. des psychiatres, pour poser absolument toutes vos questions sur ces trucs-là. Mm. Parce que moi, mon expérience du traitement médicamenteux, c'est que moi, j'ai dû tester plein de médocs avant de voir celui qui me convenait le mieux vis-à-vis des effets secondaires, etc. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre en quoi c'était bénéfique pour moi de prendre un traitement médicamenteux. Maintenant, j'ai compris en quoi c'était bénéfique pour moi. Donc, moi, j'ai fait ce choix-là. Après, moi, je le vois un peu comme ça, mais c'est que mon opinion personnelle, dans le sens où ça peut être compliqué de se lancer dans un travail de thérapie si, par exemple, on est complètement dépressif. Ouais. Toi, plus d'une fois durant ce podcast, tu as souligné le fait que tu dormais beaucoup. Moi, j'étais dans la même phase où, quand j'étais très, très déprimée, dépressive, je dormais 10 à 12 heures par nuit.
j'avais les mêmes... je prenais l'exemple, j'avais besoin de 10 heures de sommeil en semaine. Ouais. C'est impossible. Mais moi, je faisais que dormir et encore, je me réveillais parce que quelqu'un venait me réveiller. Mais j'étais capable de dormir non-stop alors que je ne faisais rien de ma journée. Et ce qui peut passer pour certains, certaines comme de la flemmardise, en mode ouais, t'as juste la flemme de quitter ton lit. Non, non, c'est genre physiquement, mon corps pèse super lourd, je suis tout le temps fatiguée. Et moi, mon état dépressif, c'était ça, j'étais même plus capable de me laver ou de m'alimenter parce que j'avais pas la force, quoi. C'était une espèce de fatigue qui était comme ça. Et quand j'expliquais à des psychiatres, en fait, je fais que dormir. Mais même quand je suis réveillée, on a l'impression que j'ai fait une énorme insomnie et que j'ai dormi que 4 heures, alors que c'est l'inverse. Et non, non, en fait, j'ai dormi 12 heures par nuit, mais je continue à être très fatiguée. Et moi, j'ai l'impression que ce soit l'hypersomnie ou l'insomnie, que ce soit genre ne pas réussir du tout à dormir ou dormir beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, ça fait... Enfin, pour moi, le résultat est le même, dans le sens où quand on nous voit dans la journée, on est exposé de fatigue tout le temps et on ne sait pas quoi faire de ça. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec ça ? Oui, sur l'aspect médicamenteux. C'est vrai que dans nos expériences, tous les deux respectifs, l'aspect médicamenteux, que ce soit toi l'antidépresseur ou moi mes stabilisateurs d'humeur, il a quand même servi à atténuer certains traits qui pouvaient nous freiner dans une prise en charge thérapeutique. Dans le sens où déjà, si on arrive à atténuer certains trucs, notamment le truc très déprimé, très dépressif, déjà, ça va faire que on est soulagé sur cet aspect-là pour pouvoir peut-être mieux s'impliquer dans un travail thérapeutique. Mais en aucun cas, les médicaments soignent le trouble du tout. Et encore une fois, si vous avez des questions, allez voir des professionnels de santé mentale. Ouais, et c'est le message que j'ai envie de faire passer aussi là-dessus. Aller voir un psychologue, ou psychiatre. Moi, pour le coup, je suis plus à aller voir un psychologue. Un psychologue, c'est pas que quand on va mal. Parce qu'on est dans une bulle, on ne voit que ce qui nous fait mal à ce moment-là, mais on n'a pas cette capacité de recul. Et aujourd'hui, je reprends des antidépresseurs dans le but de me sentir mieux au quotidien pour ouvrir les portes des choses qui me font mal. Je sais pas si la métaphore est assez claire, mais sans ça, je suis incapable d'aller creuser là où il y a les problèmes. Et de manière générale, je pense qu'on a tous besoin d'un psy, on a tous des pensées qui nous... Moi, je pense vraiment qu'on aurait tous et toutes à y gagner à une fois dans sa vie, juste te checker, tu vois. Tu fais une petite thérapie comme ça avec une psychologue. C'est sûr. Juste, tu balayes un peu ton enfance, tes trucs que tu as vécu avec tes parents. Tu mets un peu tes relations amoureuses aussi. Tu mets un peu au clair tout ça pour mieux avancer dans la vie après. Ouais, il y a ça. Et quand on a des doutes sur sa santé mentale, faut surtout pas continuer de traîner sur les réseaux sociaux, à avoir les trucs d'autodiagnostic. Si vous avez ces 3 critères-là, machin, tu vois, dans ma grande phase de vidéo React en ce moment, si je regarde le React d'hier, React, c'est quoi ? C'est réaction par rapport à des vidéos. Ok, d'accord. Je suis HPI, parce que j'ai ces 3 façons de réagir. Haut potentiel intellectuel. En toute humilité, je pense pas du tout. Mais en fait, c'est tellement généraliste, et même les 9 troubles, les 9 critères du trouble borderline, il y a tous un moment de notre vie où on va avoir peur de se sentir rejeté, on va avoir un fonctionnement on-off. Enfin, si on s'écoute, on l'a tous. Il n'y a qu'un professionnel de santé qui peut dire oui ou non. Dans le sens où si vous écoutez ce podcast et que vous vous autodiagnostiquez, on rappelle quand même que c'est vrai que c'est pas via des réseaux sociaux, etc. Dans le sens où on peut se reconnaître et avoir des doutes. Et dans ce cas-là, on peut consulter une professionnelle de santé mentale et de dire, qu'est-ce que vous en pensez, patati patata. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le truc de l'autodiagnostic de j'ai regardé un TikTok et il s'avère que patati patata, parce que ça peut donner des choses quand même assez dangereuses. Et vraiment là-dessus, pour rappeler un peu la démarche que j'ai eue, c'est j'ai vu le thread sur Twitter, j'ai vu les 9 critères, et
j'ai pu argumenter. Oui, oui, t'as J'aime fait, pas, j'aime pas l'idée de se justifier par rapport à des comportements. mais t'as Mais écrit plusieurs pages. j'ai écrit plusieurs pages et j'ai encore regardé le mail que j'ai envoyé du coup à ma psychologue à ce moment-là. Et quand j'ai listé les trucs, j'ai fait encore, j'en ai oublié. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc en fait, si je résume, t'as pris les 9 critères du borderline et là tu l'as sourcé avec plein d'exemples de ta vie pour voir si tu rentrais dans les trucs et tout. Et ensuite t'es arrivé chez ta psychologue et t'as fait alors j'ai 9 pages écrites ici du pourquoi, du comment, ou par email. Non, c'était un email. Par email. Et du coup, quand elle m'a vu, après, elle a dit, ah, vous avez bien caché votre jeu quand même. Non. Mais tu vois, ça c'est un truc franchement que je trouve encore une fois très courageux de ta part, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui prendraient ça un peu comme un peu sur la défensive, un peu comme une accusation de non, 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 mais moi je suis pas ça et tout. Et toi c'est l'inverse, et tu t'es dit ok, on va prendre le problème à bras le corps, mais parce que aussi ça avait des conséquences sur ta vie, sur ton travail, sur tes relations amoureuses, etc. Et que finalement, depuis que tu as fait tout ce travail introspectif, bon bah tu vois, tu tiens un journal où tu notes tout ce que tu ressens, tu es beaucoup plus dans la communication, tu as repéré les signaux corporels qui t'activent, enfin tout ça. Et c'est encore un chemin, dans le sens où là, tu es à une partie du chemin. Mais moi personnellement en t'écoutant je suis hyper optimiste sur si tu continues dans ce chemin-là avec le suivi et tout, c'est déjà extraordinaire ce que tu as réussi à faire par toi-même. Je trouve que c'est vraiment très encourageant de savoir genre juste la remise en question que toi t'as eue sur ok, il y a tel et tel comportement, ça a détruit des relations, ça a fait du mal aux gens, etc. Tout comme moi aussi, enfin tu vois, moi ça a été dans un hôpital psychiatrique en discutant avec des psychologues que j'ai eu cette prise de conscience-là, mais moi toute seule, je n'avais pas eu cette prise de conscience-là. Donc je trouve ça trop génial. Tu vois, pour finir rapidement un petit peu sur les trucs qui m'ont un peu empoisonné la vie, qui sont un peu caractéristiques du borderline en général, il y a aussi ces changements d'idées multiples, de projets. Je sais pas si t'es passé par là. C'est-à-dire t'es très... un coup, le lundi, tu veux être peintre. Le mardi, tu veux être maçon. Et le mercredi, tu veux être musicien. Ok. Je sais pas si ça te parle. Je sais pas moi si j'ai ça. Mais vas-y. Avec toutes les idées que j'ai eues, franchement, j'aurais pu monter une multinationale. LVMH n'a qu'à bien se tenir. Je vous fais de la concurrence, y a pas de souci. Je suis dans tous les domaines. Mais du coup, ça a été un problème parce que quand j'étais malheureux au boulot, j'avais des nouvelles idées de projets toutes les semaines. Ok. Mais je me mets à la place de mon manager. T'as un salarié qui part dans tous les sens. Ouais. Tu le gères comment ? Donc il y a aussi ce truc-là de comprendre le trouble borderline. Pour moi, canaliser ce qui est de l'impulsivité et ce qui est une réelle envie. Donc c'est aussi ces choses-là, au bout d'un moment, je suis obligé de... Je peux plus nier. On m'a mis une feuille sous le nez. Oui, bah oui. Oui, en fait, c'était tellement une évidence que voilà. Ouais, même en sondant mon entourage. Ouais. Oui, complètement. C'est... Ok. On arrive sur la fin de ce podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui ont entendu ton témoignage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un message en particulier que tu aimerais faire passer aux personnes concernées ou pas concernées, ou à leurs proches, ou à des collègues de taf, peu importe? Ça fait beaucoup de messages à faire passer là. Bon, est-ce que tu as un message, genre, si je te donne, voilà, carte blanche? Je dirais, faites attention aux autres en fait. C'est pas parce qu'il y a un masque, on pense que les gens vont bien, que c'est vraiment le cas. Intéressez-vous vraiment aux gens, écoutez-les vraiment, et surtout, s'ils ont besoin d'aide, aidez-les. Et ça veut pas dire les soutenir, les porter vraiment, mais encouragez-les dans leur démarche. Quand la personne dit « j'hésite à aller voir un psychologue », non, faut pas qu'elle hésite, faut qu'elle y aille.
Si l'idée est là, juste l'idée, c'est qu'il y a une envie derrière qui est vraiment présente. Et moi, le premier, je suis très proche de ma grand-mère. Combien de fois elle m'a dit, Irvine, tu devrais aller voir un psychologue. Mais non, c'est bon, machin. Ah, puis c'est bizarre. Ah, mamie, t'avais des bonnes idées en fait. Mm. Et vraiment, c'est ce que je veux dire aux gens, c'est déjà déstigmatiser ce truc de voir un psychologue. On va voir un kiné quand on a mal à la cheville. On a le droit d'aller voir un psychologue quand on n'est pas bien dans sa tête. Enfin, et encore quand on n'est pas bien, même quand on va bien. Parce qu'il y a des événements, des fois, qui sont qui font pas forcément traumatisants, mais qui peuvent remettre en question. Et il faut en parler, il faut pas garder ça pour soi. Je pense que c'est vraiment le message que je veux faire passer. Et en parler, ça permet de trouver des solutions et Ouais. d'aller mieux. Ouais. Parce que quand notre vie est très chaotique, c'est pas une fin en soi, il y a des solutions. Sauf que pour avoir accès à ces solutions, on a besoin d'être accompagné et c'est ok de demander de l'aide et de se faire accompagner. Je pense que la problématique, elle est surtout là, et encore plus, si je reviens aussi sur les stéréotypes qu'on a, qui donnent beaucoup de pression aux hommes, c'est aller se faire aider. Je pense que pour certains, c'est très compliqué d'accepter qu'on a besoin d'aide. Déjà, moi, je sais que j'ai procrastiné comme jamais avant de demander ça, et je pense que le tabou, qui est encore plus pesant, donne des choses encore plus difficiles. Mais je vois, j'en parle librement au travail, du coup. Je dis, ouais, bah, je prends des antidépresseurs, je vais au psychologue et tout. Je dis, bon, bah, regarde un petit peu, genre, ah bon? Pourquoi tu fais ça? Je dis, mais parce que sans ça, ma vie n'est pas possible. Mm. C'est ingérable. Et, le... et vraiment, ce collègue-là, je l'adore. Hein. C'est. Je sais pas, je lui enverrai le podcast, je pense. Mais quand je lui ai dit, je vais commencer le traitement des antidépresseurs, il m'a dit, sans ça, tu te jettes de la falaise. Dans quel sens? Parce que pour lui, les antidépresseurs, les médicaments, c'était de la merde. En fait, fallait jamais aller dans cette voie-là. Ah oui. Ok, Parce qu'il y a aussi ce cliché-là des médicaments où, ouais, c'est pas sans conséquences. On va pas se mentir, les effets secondaires des antidépresseurs, c'est pas cool. Oui, il y a des effets secondaires, et je te rejoins, c'est pas cool. Ouais. Donc du coup, pour citer les miens, bah, y a la sudation où là, il fait 20 degrés dehors, je vais rentrer chez moi, je peux prendre une douche, ça va être terrible. Je fais des rêves, je pourrais être scénariste Netflix. Ouais, Il y a carrément. peut-être une idée à tenir là-dedans. La fatigue aussi, je suis beaucoup plus fatigué qu'avant. Bon, ça m'arrange bien, mais j'ai un peu moins d'appétit. Pour hyperphagie, c'est pas mal. Mais j'ai eu l'inverse avant. Donc je mangeais, c'était n'importe quoi. Donc il y a vraiment ce truc à prendre en compte. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens et il faut aussi déstigmatiser ces choses-là. La prise de médicaments. Ouais. Parce que moi, le premier, j'avais peur quand on m'a dit prendre des antidépresseurs. Je prends pas cette merde, moi. Genre, je suis capable de m'en sortir tout seul. Encore plus parce que je pense que je suis un homme et il y a ce côté de non, je suis fort. Ouais, bah non, quand je vois la différence avec et sans, j'hésite même pas une seconde. De toute façon, c'est même la preuve. C'est de moi-même, je suis retourné. Enfin, avec le rendez-vous avec mon psychiatre, je lui dis là, je pense qu'il faut les remettre. Ouais. Alors que j'aurais pu continuer à dire non, mais ça va bien. Non, au bout d'un moment, faut savoir dire stop quand ça va pas. Et encore plus dans une société aujourd'hui, je trouve, qui est très, très bienveillante au sens où tout doit aller bien, tout est beau, tout le monde il est gentil. Moi, mon moyen d'expression, c'est d'être pessimiste. C'est un moyen comme un autre. Et un des trucs qui me trigger, par exemple, quand on dit ah, t'es négatif, ça me fait péter un câble. Et il y a des gens qui sont juste négatifs, et c'est comme ça en fait. C'est pas parce qu'ils sont négatifs qu'il faut pas les écouter. Parce que on a complètement renié mon discours, parce qu'il était négatif. Mais au bout d'un moment, ça m'a mis dans un tel trou, je pouvais plus en sortir tout seul. Ok. Bah merci pour ce message. Dernière question que je pose à absolument tous mes invités, c'est comment tu t'es senti? Très bien. En plus, pour une première, franchement, ça va. Bah oui, c'est la première fois que tu fais un podcast. Ouais. Yeah. Non, très content et pas de sentiments particuliers ou de sensations physiques. Non, très bien.
Ok, bon bah si tu t'es senti bien, dans ce cas-là j'ai tout gagné. Je suis très contente. Mais ça me fait plaisir aussi de tout le temps savoir comment la personne s'est sentie et tout, et si ça n'a pas généré trop de stress ou quoi que ce soit. Bah, un petit peu au début Un forcément, petit mais peu au début, ouais. Et ensuite, ouais. Ok, bah merci beaucoup avec pour plaisir. ton témoignage, merci pour ton authenticité et puis pour ta vulnérabilité et d'avoir parlé en toute transparence des choses. Merci beaucoup et moi j'ai aucun doute sur le fait que ça va aider beaucoup de personnes. Donc merci. Et on s'en sort du trouble borderline. Et on s'en sort et on peut réguler Mm. les émotions et c'est des apprentissages qui se font Ouais. totalement. Donc ça c'est très important à souligner que ça s'apprend. Ouais, et dernier message du coup, Vas-y. apprenez à vous comprendre vous-même. Ouais. C'est pas parce que je suis tombé un peu dans ce piège-là du développement personnel où je lisais des bouquins et je me dis ça marche chez les autres, ça marche chez moi. Des fois ça fait qu'empirer le truc, des fois ça m'a donné des idées, mais faut pas avoir peur de s'adapter, de trouver ces petits trucs à soi qui fonctionnent. Ça pourra que aider en fait. Et aussi sur le truc du développement personnel, moi je sais qu'il faut faire très attention à ce que ça ne se substitue pas à une prise en charge par des professionnels de santé mentale. Il faut faire une vraie distinction avec ce truc de développement personnel parce que j'ai eu des retours de beaucoup de gens qui sont tombés dans le développement personnel et en fait ça les a desservis parce que ça a retardé la prise en charge par des pros de santé mentale. Donc, moi, j'ai plus cette philosophie de, si ça peut aider des gens sur certains trucs, tant mieux. Mais il faut quand même faire vachement attention avec ce truc du développement personnel. Et toi, t'es tombé dans la marmite tout droit. Les deux pieds dedans. Mais oui, mais à l'image de cette personnalité très intense on tombe dans un truc et on mange, on dort nuit et jour et on pense qu'à ça et on va tout des... Ouais, complètement. Ok, merci beaucoup. De rien. Et merci de nous avoir écoutés. Ok. Je pourrais en passer 42 des messages, mais c'est dur de savoir. Trop bien. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et souviens-toi de t'abonner pour être averti des nouvelles sorties. Tu peux me suivre sur TikTok et Instagram sous le nom de Voyageuse au Naturel, tous les liens sont en description. Je t'envoie mes ondes les plus positives et on se retrouve très vite pour encore plus d'échanges inspirants.